cette dernière table ronde. Alors, c'est pas le dernier rendez-vous de la journée, mais c'est la dernière table ronde avec ce titre « Robot émotionnel et intelligence artificielle vers une nouvelle humanité ». Alors, on a mis un point d'interrogation. On a parlé digitalisation des métiers en début d'après-midi. On vient de clore une séquence sur l'économie circulaire. Et bien maintenant, on va relier un petit peu tous ces sujets. Derrière une apparente déconnexion à la réalité, les questions d'intelligence artificielle, de robots capables d'émotion ou d'humanité augmentée nous concernent de près et ça ne ferait que commencer. 4 intervenants ont accepté d'en parler avec nous à l'occasion de cet exploratorium premier du nom. Merci à eux et à elles. Alors, bienvenue en visio à 2 femmes, Emmanuelle Roux et Laurence de Villers. Bienvenue à vous 2 et bonsoir. Et à nos côtés, eh bien, nous accueillons Frédéric Boidron et Pierre-Antoine Gouraud. Bonsoir. Bonsoir. Donc, dans ces 4 personnalités, derrière ces 4 visages et voix, si on devait schématiser à l'extrême, on pourrait dire qu'il y a 2 femmes au regard large sur le sujet de l'intelligence artificielle, et puis 2 hommes, dont un spécialiste plus particulièrement des robots, et puis peut-être un spécialiste plus de la data. Mais alors vraiment, ce serait schématisé à l'extrême. Laurence de Villers est enseignante-chercheur en informatique appliquée aux sciences sociales à l'université Paris-Sorbonne, en particulier sur l'interaction homme-machine, la détection des émotions, le dialogue oral et la robotique affective et interactive. Emmanuelle Roux accompagne les entreprises, les décideurs et les décideuses, je le mets volontairement féminin, à l'adaptation aux évolutions numériques. C'est une Nantaise, nourrie par la culture web. Frédéric Boidron, vous avez fondé le magazine Planète Robot, dont vous êtes le rédacteur en chef. Tout à fait. Le seul magazine dédié à la robotique en langue française. Et depuis 2009, il est avec nous, le magazine. Vous êtes la référence média de ce sujet. Et puis, on est ravis de pouvoir aussi compter sur la présence de Pierre-Antoine Gouraud, ancien élève de Saint-Gab. Ça, c'est pour la référence territoriale importante. Établissement vendéen voisin. Alors, c'est pas pour cette raison-là qu'il est avec nous, mais plutôt comme docteur en biologie et professeur associé à l'Université de Californie à San Francisco, dans le département de neurologie. Encore un lien vers la Silicon Vendée-Valais. Valais-Vendée, spécialiste de la data, ou plutôt de la révolution du big data dans l'univers de la santé. On va y revenir. Mais d'abord, je m'adresse à vous, mesdames, sur ces notions même d'intelligence artificielle ou de robot émotionnel. De quoi parle-t-on en 2020 ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce qu'on doit se réjouir de l'évolution de ces termes ? Merci de parler de ces sujets. Donc moi j'ai écrit un livre pour en parler à tout le monde, des robots émotionnels, pour à la fois présenter les bénéfices qu'on pourrait en tirer et en même temps expliquer qu'il faut mettre des garde-fous sur ces objets et apprendre en fait ce qu'ils sont, démystifier l'intelligence artificielle. Donc si je reviens un tout petit peu sur la définition de ce que c'est, donc l'intelligence artificielle comme les robots émotionnels, ce sont des mots qu'on juxtapose qui font réagir. On appelle ça des oxymores, c'est comme un pauvre riche, si vous voulez. D'un côté, on a un mot qui désigne une machine artificielle, et de l'autre, on a un mot qui désigne de l'humanité, de l'humain. Les émotions, c'est les humains qui ont des émotions, absolument pas les machines. Donc, dans mon laboratoire, on étudie en fait ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle ou l'informatique émotionnelle, que je décrirais sous 3 grands aspects. Détecter les émotions des humains dans leur comportement, que ça soit dans la voix, que ça soit dans la façon de se présenter, faciale. Ensuite, réaction pour décider quelque chose, dans un système de dialogue, par exemple, et puis synthétiser une voix avec une stratégie empathique, par exemple, qui va vous dire je vous aime, un peu comme dans un film de science-fiction, comme dans Her, si vous l'avez vu, qui était un film qui avait une animation comme ça émotionnelle. Donc ensuite, ces systèmes de dialogue qui sont plus performants lorsqu'ils sont capables de dire je vous aime que lorsqu'ils sont en train de détecter vos émotions, parce que vos émotions elles sont cachées. On va détecter juste l'expressivité du visage. Eh bien, ces systèmes sont encore très rudimentaires, mais on en parle beaucoup. Alors il faut savoir à quoi ça peut être utilisé. Et effectivement, on peut les embarquer dans son téléphone, on peut les embarquer dans un Google Home, une espèce d'enceinte vocale, ou sur un robot.
avec l'idée qu'en plus, quand tu es sur un robot à apparence humaine, qu'on dit humanoïde ou androïde, eh bien, il y aura un effet encore plus anthropomorphique, c'est-à-dire on va projeter sur cet objet des capacités qu'aurait cette machine qui seraient proches de nous. Donc, en cela, nous sommes de façon très naturelle à anthropomorphiser ces objets dits intelligents et dits émotionnels. Ce que j'ai vu moi en recherche de plus abouti sur les émotions dans les machines, donc qui n'ont pas d'émotion, hein. Quand la machine vous dit vous êtes formidable, ou quand elle répond à votre question, elle ne comprend rien au terme compréhension de l'humain, et deux, elle ne ressent rien. Voilà. Donc ça, il faut l'éliminer tout de suite, c'est de l'ordre du fantasme, de la créativité et de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire de la projection qu'on fait sur ces machines. Maintenant, on peut quand même s'attacher à elle et elle peut nous être utile. Alors, ce que j'ai souvent dit, moi, dans ces livres, j'ai écrit 2 livres sur ce sujet, puisque je suis un chercheur dans un laboratoire du CNRS. Hein, j'ai une équipe, plusieurs thèses sur ces sujets de machines émotionnelles. Ce que je dis souvent, c'est qu'on peut quand même s'attacher à ces machines et elles sont quand même utiles. Alors, quand? Par exemple, sur un suivi à long terme d'une pathologie, de quelqu'un qui est déprimé ou de quelqu'un qui a besoin d'une assistance, d'une présence, qui est isolé. On peut imaginer aussi dans l'assistance aux personnes âgées, sans qu'il y ait un jeu de mystification, que ce soit d'un apport réel et que lorsque on s'adresse à une seule personne, on ait suffisamment de matériaux pour adapter la machine à sa voix, à son comportement et pas être sur quelque chose, qui serait, peu robuste. Puisqu'il faut bien comprendre que les émotions, c'est un matériau extrêmement riche, très, idiosyncrasique, ça veut dire propre à votre ressenti à vous et à votre façon de réagir, et très culturel. Donc, il y a des cultures dans lesquelles on masque plus les émotions que dans d'autres. Donc, l'aspect générique de ces systèmes est très pauvre. On est en train de se rendre compte de cela, pas forcément dans la voix qui est mon principal domaine, hein. La voix, ça a un pouvoir énorme. Donc, c'est important d'en parler et d'en parler comme ça assez clairement. On est en train de se rendre compte sur l'aspect facial. En ce moment, aux États-Unis, il y a énormément de chercheurs qui sont en train de décrier euh, cette généricité qui n'existe pas. Expliquer vraiment que les systèmes qui vont reconnaître les émotions sur le visage de quelqu'un sont des systèmes qui sont très peu justes. Donc on peut faire beaucoup de discrimination avec ça. Moi j'ai vu des applications de ces objets où on détecte les émotions pour le recrutement, par exemple, à partir d'entités qui détectent dans le visage ce qui se passe. Je pense qu'il faut faire très attention à cela, Mmh. parce que même dans la voix, si je prenais la voix, ça voudrait dire que quelqu'un qui sait bien placer sa voix au niveau paralinguistique, c'est-à-dire la musique de la voix, qui sait avoir un ton agréable, qui a un rythme fluide et qui pourrait dire des mots assez peu souvent prononcés, donc qui lui donnerait un facteur aussi intéressant d'un point de vue linguistique, pourrait être quelqu'un de parfaitement intelligent. Vous prenez quelqu'un d'autre qui est au contraire fin, subtil, mais qui a un cheveu sur la langue, par exemple, et ben lui, il va être totalement discriminé par la machine parce que il y aura pas dans le corpus d'apprentissage qui est utilisé de voix ayant cette tessiture. Donc, il faut faire extrêmement attention à l'utilisation qu'on fait de ces machines. Et je vous dis, dans le monde américain, en tout cas, il est en train de monter beaucoup de chercheurs qui disent sur l'aspect facial, méfiance. Et nous, en Europe, on a par exemple des projets à nos frontières qui sont de détecter les gens qui mentent à partir des travaux de Paul Ekman, qu'on connaît très bien dans le monde de la recherche et sûrement moins peut-être de façon plus large, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'aspect facial de façon extrêmement intéressante. Le problème est de la généralisation de ces objets et de l'utilisation sans contrôle. Pour l'instant, on ne vérifie pas la qualité des algorithmes, on vérifie la RGPD en Europe, c'est-à-dire où vont les données, et encore, de temps en temps, on ne sait pas bien parce qu'on a beaucoup d'outils qui viennent des GAFA, donc de ces géants américains, Google, Apple, Amazon, Facebook, Facebook, Apple. Amazon et si je veux aller plus loin, Microsoft, IBM, et qui ne nous certifient pas que les données restent effectivement en Europe. Donc, vous voyez, ces sujets éthiques dont je parle beaucoup en ce moment sont des sujets pour moi qui sont extrêmement importants à expliciter,
auprès de tout le monde. Et je pense que ces machines ont un pouvoir de manipulation. Ce sont mes derniers sujets. Moi, c'est sur la manipulation de ces machines. Si vous les écoutez, si elles sont dans votre voiture, chez vous, à travers des Google Home, à travers des tas d'objets, on parle de l'IoT, Internet of Things, qui pourrait vous parler demain, puisque la voix va être un moyen facilitant pour accéder à des informations. Eh bien, il faut faire attention, en fait, à ce qu'on est en train de faire. Merci. Le premier niveau, juste, lorsque vous avez un système de dialogue qui vous répond, il vous répond par une réponse en général. Et là, déjà, il y a un choix qui est fait par la machine. Comment c'est vérifié? Voilà, ce sont des genres de choses dont il faut se préoccuper. Avoir ces points de vigilance. Merci déjà pour ces premiers éléments. Ce que je vous propose, avant d'écouter Emmanuel, c'est peut-être de vous demander, Pierre-Antoine, comment ça résonne pour vous dans l'univers de la santé, comment on peut transposer toutes ces notions d'intelligence artificielle, peut-être plus encore de données, d'utilisation des données, puisque c'est votre principal sujet. Quels sont les impacts et peut-être les sources d'espoir ou de vigilance, ou de vigilance d'ailleurs? Alors, comme Laurence, je suis enseignant-chercheur à la faculté de médecine de l'Université de Nantes aujourd'hui. Après 9 ans, vous l'avez rappelé, à l'Université de Californie à San Francisco, l'autre Silicon Valley. Effectivement, et c'est pas nouveau finalement, le soin, la relation soigné-soignant, de plus en plus, elle est perturbée ou elle fait appel à du numérique, à des robots, à des algorithmes numérisés ou non. Et ça vient transformer la pratique de soins. Mais je crois que la première chose, c'est peut-être de se rendre compte à quel point c'est pas si nouveau que ça et qu'on est déjà inscrit dans une transformation de la relation entre les patients et les soignants qui inclut un troisième pôle. Et donc cette relation soigné-soignant, ce colloque singulier, comme on dit parfois, mais il a fait beaucoup de chemin depuis le médecin qui parcourait la campagne à cheval pour aller visiter ses malades, jusqu'au cabinet de médecine libérale entre un sachant et un patient. Bien aujourd'hui, cette relation, elle est triangulée. Il y a un troisième pôle qui apparaît, objectif, quantifié, souvent numérique, avec de l'information, qui vient en fait modifier les relations. Et toute la question de la relation à la technique, de la relation au robot, même quand en apparence ils expriment des émotions, eh bien elle nous interroge sur notre manière de nous saisir de ces outils. Et on imagine qu'elle interroge aussi la façon de former les futurs professionnels. Vous êtes évidemment très concernés puisque la télémédecine est la réalité d'aujourd'hui et deviendra la norme demain. Alors j'en profite pour saluer mes 1600 étudiants en première année de médecine à la faculté de médecine de Nantes. On va les retrouver pour les examens lundi matin. L'énorme enjeu pour eux, c'est pour ces futurs professionnels de la santé, du soin, c'est comment est-ce que dans les 10, 20, 30 prochaines années, nous allons les préparer à se saisir de ces nouveaux outils. Et c'est une question difficile à laquelle on les prépare. Ils entendent parler de biologie des systèmes, d'intelligence artificielle. On les sensibilise aux différents usages de la donnée dans le cadre d'une future pratique médicale et comment ça change nos pratiques aujourd'hui. Quel est le sujet qui vraiment vous mobilise le plus ou peut-être un aspect un peu excitant dans ce secteur de la gestion de la donnée et de la façon dont ça transforme la profession? Il y en a deux. Ouais. Et que l'on retrouve toujours en filigrane de toutes les transformations. C'est d'abord l'accès à des données. Avant, avoir accès à de la connaissance, à des données, c'était compliqué. Il fallait aller à la bibliothèque. Il fallait éventuellement copier, il y a quelques centaines d'années, les ouvrages, les photocopier il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, on a accès à de l'information, peut-être trop d'informations qu'il va falloir trier et filtrer. Et le deuxième, c'est de l'accès à de la puissance de calcul. Aujourd'hui, nos pratiques, elles sont, même la formation médicale, elle n'a pas complètement intégré le fait que nous avons accès à de la puissance de calcul et à de l'information. Donc il faut savoir beaucoup de choses, mais le gros enjeu, c'est certes toujours d'apprendre beaucoup. On a une culture que l'on travaille avec nous. Il faut apprendre à apprendre, parce qu'il y a des nouvelles choses, des nouvelles connaissances, et parfois un sentiment de fraude absolue. Quand j'enseigne en première année de médecine, des choses que moi-même, je n'ai pas appris il y a quelques années. Et plus important encore, il faut apprendre à désapprendre, c'est-à-dire se préparer à ce qu'on tenait pour une vérité aujourd'hui, une manière de comprendre une maladie, va changer demain. Et
donc ça, c'est un vrai défi et en même temps, j'imagine que c'est passionnant. Frédéric, pourquoi cette passion pour les robots alors que vous n'étiez pas dans cet univers-là? Je crois que vous Non. étiez professionnel dans les chantiers de l'Atlantique. C'est ça, Chantier de j'étais l'Atlantique. voilà exactement, j'étais informaticien au chantier de l'Atlantique et ça faisait un petit moment que voilà, j'avais envie un petit peu de faire autre chose et je vais faire très court. Tout simplement, je suis tombé sur une émission à la télé en 2007 et j'ai vu la robotique était beaucoup plus évoluée que ce que j'imaginais. J'ai commencé à compiler des infos, faire un blog et le blog est très vite devenu une référence sans vraiment que je fasse quoi que ce soit. Et je me suis retrouvé à être invité d'abord chez les entreprises pour des interviews, puis sur des plateaux télé, puis ensuite faire des conférences et ce genre de choses. Et c'est donc 2 ans plus tard, en 2009, qu'un éditeur m'a contacté et puis on a monté ensemble le magazine. Donc hop, Le fameux. Voilà, le fameux Planète Robot. Là, donc ça fait 10 ans qu'on l'a monté parce qu'il est sorti le premier numéro en décembre 2009. Et là, on vient tout juste de changer la maquette, c'est la nouvelle maquette. Donc, on est distribué dans l'ensemble des pays francophones. Donc, le magazine traite de la robotique au sens large. Donc, c'est la robotique, mais également les intelligences artificielles et je dirais, toutes les technologies qui sont liées. Donc, l'impression 3D, la réalité virtuelle. On parle même de transport spatial, voilà, tout ce qui peut... un peu toutes les nouvelles technologies qui vont autour. Parce que la robotique, en fait, ça peut être... Je dirais que d'ailleurs, la robotique, c'est intéressant de définir des fois le mot robot, parce que ça peut être très large. Ça peut être juste... j'ai des personnes qui m'ont dit un robot, ça doit ressembler absolument à un humanoïde. D'autres, un robot, un Google Home, c'est un robot aussi. Oui, c'est ça. Donc c'est très large. Et du coup, nous, on inclut justement tout ce côté large. Comme ça, chacun pioche un peu... qui veut dedans. Qu'est-ce qui peut expliquer que vous soyez une référence? Il n'existe pas Alors, il d'autres... y avait donc à l'époque où j'ai lancé donc le blog qui s'appelait Robot Impact, il y avait déjà des sites qui servaient de référence, mais j'avoue que j'ai pas trop compris. Peut-être le fait que c'est vrai que je mettais vraiment beaucoup d'informations dedans et très vite, le site a été lancé en février 2007. Et je crois dès avril-mai, j'étais invité à l'époque chez Aldébaran, qui est maintenant SoftBank Robotics, pour rencontrer le robot Nao. Vous avez sûrement déjà entendu parler, le petit humanoïde. Le petit robot. Voilà, puis je me suis retrouvé après chez Yashikawa et ce genre de choses. Non, je pense que c'est vrai qu'à l'époque, je commençais déjà un petit peu jouer avec les réseaux sociaux, peut-être que je me suis un petit peu amusé là-dessus, ça m'a peut-être un peu permis de monter en référencement et ce genre de choses. Et puis je pense que c'est la passion, simplement. J'ai toujours été, quand je m'empare d'un sujet, je suis toujours passionné et je pense que ça finit par se voir chez les lecteurs. Et du coup, dans Planète Robot, j'essaye de faire transparaître ça. Disons que j'essaye d'être un technophile et de rendre le magazine technophile positif. Okay. On va dedans également mettre quand il y a des, c'est pas la robotique, il n'y a pas que du positif, hein. Oui. C'est normal, c'est comme dans toute technologie, mais on essaye d'avoir une vision assez positive. C'est vrai que souvent les lecteurs, quand je les rencontre sur des salons, faites-nous rêver. Et donc, du coup, c'est l'esprit qu'on essaye de donner. Vous connaissiez le magazine ? Oui, tout à fait. Oui, on discutait même des applications dans la santé. Mais oui, parce que je vois que ça fait partie du titre. C'est même comme par hasard. Qui collecte des données. Je tiens à dire que le sujet était prévu avant le Covid. Ok. Alors, forcément, on en parle. Non, parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'on ait l'impression que peut-être... C'était déjà prévu. D'accord. Je crois qu'il y a Laurence qui veut faire bonjour avec le robot. Voilà Nao. Voilà Nao. Oui. Alors moi, je l'avais vu avec des épaules bleues, mais il existe en version colorée. D'accord. Un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas ce robot Nao. Pourquoi il a été imaginé avec ce visage ? Là, il est en train de charger, donc il n'est pas autonome du tout. C'est avant tout une plateforme en fait sur laquelle on peut faire jouer des logiciels.
Et sinon, il a tendance à danser. On le voit souvent danser, bouger. Et moi, je m'en sers pour le faire parler. Bon, je vais pas le faire maintenant. J'ai rien prévu. J'ai juste, voilà. Moi aussi, j'ai beaucoup travaillé avec SoftBank et Aldébaran Robotics avant. Et c'est vrai qu'on essayait de faire des grands robots. Hein. J'ai un Pepper aussi et 2 comme ça, un bleu, un orange. Ces petits robots, ils font pas peur du tout et ils sont plutôt sympathiques. Et on a vu des applications dans des EHPAD avec ce genre d'objets. Oui, où j'avais entendu parler de recherche sur l'autisme avec le robot Nao aussi, Voilà. sur les enfants. Ouais. Sophie Et Saka là, à c'est Nantes. extrêmement Sophie Saka, exactement. avec Sophie D'accord. Saka, que je connais très bien aussi. Très bien. Que je salue. Alors, on n'a pas entendu Emmanuel Roux. Alors, avant de poursuivre cet échange, j'aimerais qu'on l'écoute pour savoir comment parler de robotique, d'intelligence artificielle avec les entreprises ou les personnes, les individus comme vous et moi, qui peut-être peuvent être un peu, alors je ne sais pas, frileux ou en tout cas se demander si vraiment ça les concerne finalement, tout ça. Comment vous faites pour gommer les réticences ou voilà, avancer, accompagner au changement, à l'évolution? C'est mieux avec le micro, je sais. Ah, c'est vraiment mieux. C'est mieux. Très bien, merci, ravi d'être avec vous. Merci pour l'invitation d'abord. Juste pour précision, pas tant nantaise que ça. Je suis habituellement vendéenne, mais à Nantes en ce moment. Mais effectivement, c'est important de le préciser. Ça fait 14 ans que je suis vendéenne. 13 à 14 ans, voilà. Et désolée de ne pas être avec vous aujourd'hui physiquement, mais c'était compliqué dans l'agenda. Sur ce point, effectivement, je pense que il y a plusieurs éléments de réponse à ça, et que le premier, c'est peut-être déjà de simplement dire que nous sommes déjà entourés par de l'IA et par des agents intelligents, robotisés ou pas, c'est-à-dire qu'il y a des aspects mécaniques ou pas, mais les agents intelligents sont déjà avec nous. La plupart des gens aujourd'hui sont sur des outils de type Facebook, ou dans lesquels la sélection des actualités, la gestion du fil est déjà traitée par un agent intelligent. Aujourd'hui, je parle à mon smartphone en lui disant « Allô Siri, mets-moi le minuteur sur 8 minutes ». Aujourd'hui, on a déjà effectivement un certain nombre d'usages variés et divers autour de nous sur la gestion des parcs-mètres, dans la santé, sur les objets connectés pour capter la balance, quoi, que ce soit le poids ou d'autres indicateurs. Donc, je pense que c'est déjà se dire, en fait, c'est déjà là. Et c'est un travail que je fais depuis longtemps, d'essayer de faire prendre conscience qu'on est déjà dans ce monde-là. Et arrêter de se dire que ce serait un futur. Et ça, c'est un choix, c'est une nécessité. On parle de smart city aujourd'hui. On parle par exemple, la possibilité aujourd'hui et l'obligation de donner sa plaque d'immatriculation pour garer sa voiture en ville, typiquement à La Roche-sur-Yon en Vendée aujourd'hui. C'est déjà là. Et on constate qu'on n'a quasiment aucun maire en pleine municipale, aucun candidat qui s'empare du rapport politique à la data et aux agents intelligents. Voilà, aucun. Donc ça, c'est un premier niveau de réponse, c'est de dire, et comme c'est déjà là, on vit de plus en plus dans un monde qu'on va dire technomagique. Donc, je bouge la main devant mon miroir et il se passe quelque chose de manière complètement magique, pour plein de gens en fait. Je parle à mon smartphone se met un grand rôle que nous on a, donc moi je dirige entre autres le chaudron.io. Et on a décidé, pendant longtemps, on a ouvert des lieux et on est ravis d'être aujourd'hui au Ludilab avec vous. Pendant très très longtemps, on a ouvert des tiers-lieux. On a fait les premiers Fab Labs en France et puis en Vendée particulièrement. Hein. Et je connais très bien Frédéric qui a été dans les toutes premières rencontres. On s'est connus en 2010, hein, au moment où nous on démarrait l'aventure Fab Lab et Maker. Et en l'occurrence, on a ouvert ces lieux, on a ouvert dans des entreprises, dont Sodebo, dont évidemment Saint-Gabriel, où on a une très belle opération en cours sur une classe où on forme des gamins de 6e et 5e à la culture numérique. Et ça, on a des lieux depuis 2 ans à peu près maintenant pour poser les lieux là où les gens sont. Parce qu'en fait, les gens, effectivement, non seulement n'ont pas conscience que c'est déjà là, et en plus, quand ils en prennent conscience, ils en ont parfois peur. Et ils se disent que c'est pas pour eux d'aller dans un lieu dédié. Donc on monte des pop-up schools, des écoles éphémères pour rendre autonome dans un monde numérique, comme si on était l'école de ski pour rendre autonome à la montagne, sauf que nous on est le chaudron et on rend autonome dans un monde numérique.
Et pour ça, on ouvre des espaces éphémères et on s'installe dans les sièges sociaux des entreprises. Et le premier point de réassurance, puisqu'on va vraiment parler de réassurance pour éduquer, c'est déjà de dire, en fait, vous vivez déjà avec. Vous vivez déjà avec, sauf que aujourd'hui, vous ne contrôlez rien, vous décidez pas et vous perdez peu à peu votre capacité à décider, agir et arbitrer parce que vous ne comprenez pas comment ça marche. Et donc, notre job, c'est globalement d'apporter le vocabulaire, d'apporter les concepts, de pouvoir faire toucher du doigt. En ce moment, on fait beaucoup d'ateliers autour du low-code et du no-code. Comment on peut créer ses propres applications mobiles ou ses propres sites web ou ses propres applicatifs sans avoir besoin de devenir développeur, mais juste outils de démocratisation pour comprendre ce qu'est la donnée, comprendre ce qu'est un algorithme. On devrait pouvoir auditer les algorithmes. Effectivement, qu'on doit pouvoir rentrer dans la machine à un moment donné, être capable juste de lire et écrire comme je lis écrit une loi ou comme je lis écrit. Moi, je parle des nouveaux textes sacrés. Vous voyez, je vais jusque là de dire est-ce qu'on doit accepter qu'on ait des nouveaux prêtres qui sont des technomages qui s'installent entre nous et le monde, ou est-ce qu'on reste des citoyens lettrés capables de comprendre, lire, écrire les services et produits numériques. Ouais. Et donc, comment on amène les entreprises là-dessus? Et alors, l'autre sujet là-dessus, parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est quand même quoi, le classement de nos gosses dans les écoles aujourd'hui se fait par du code. Les entretiens de recrutement, comme on en parlait, se fait par du code. Et c'est génial, moi j'adore ça, je code depuis que j'ai 10 ans, j'ai pas de problème avec ça. Mon problème, c'est comment je donne le même pouvoir que j'ai moi, de pouvoir rentrer dans un code pour dire, OK, je comprends ce que tu as écrit comme loi du monde, et je suis d'accord, et je suis encore plus en tant que chef d'entreprise, je suis capable de te challenger. Je suis capable de refuser. Je suis capable de chercher une alternative, pas de subir un code produit par d'autres. De la même manière qu'il y a longtemps, les prêtres nous disaient, on maîtrise l'écriture, vous n'avez pas besoin de savoir lire et écrire, venez à l'église le dimanche, on vous lira l'histoire on a fait des belles images sur les vitres, sur les vitres et sur les murs. Aujourd'hui, on nous dit belles interfaces numériques, cherchez pas à comprendre, apprenez-les à les utiliser. Donc voilà. Donc nous, c'est vraiment le sujet du chaudron aujourd'hui, c'est la question de l'éducation pour tous à la capacité d'écrire et de lire, donc des citoyens d'un monde et particulièrement des décideurs évidemment, puisque je fréquente beaucoup de dirigeants et que je constate que des dirigeants qui dirigent des milliers de personnes et des millions d'euros, aujourd'hui subissent en fait complètement l'invasion numérique dans leurs entreprises, dans leur métier, dans leur business et n'arrivent pas à reprendre pied dedans pour décider et diriger ce qui est quand même leur job. Voilà. Et particulièrement intéressé par les ETI familiales là-dessus pour leur pérennité. Ça, c'est avant d'en la parole, un deuxième point, dans l'émotion, un truc que j'explique. Alors, j'ai enseigné, alors c'est marrant parce qu'on est tous plus ou moins liés à l'enseignement, visiblement. Je suis passionnée par l'enseignement, je suis passionnée par la pédagogie et sa réinvention. Comment est-ce qu'on rebâtit l'école? Et le chaudron a vraiment envie de travailler comment rebâtir l'école. Et dans le apprendre à apprendre et dans le apprendre à décider dans un monde incertain. Et donc, j'ai enseigné à l'université de Sage pour ma part pendant un certain temps. Et en l'occurrence, ce qui m'a vraiment intéressé mince, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, à l'époque déjà, je parlais du doudou numérique. Voilà. Déjà à l'époque, je parlais du doudou numérique. Et je pense que dans le rapport à l'émotion, même si la machine ne peut pas interpréter les traitements qu'aujourd'hui, elle ne ressent rien, elle ne fait rien. Vous m'entendez ou pas? Oui, il y a des petits moments où ça bug, mais on n'est pas trop mal là. Donc on était sur le doudou numérique. Voilà. Et bien, en fait, si vous prenez des gens dans un bus aujourd'hui, vous allez voir que, et si vous prenez une photo d'une classe de troisième qui part, de 3 ans qui part en sortie scolaire, à tous les gamins ont leur doudou parce qu'ils ont peur. Nous, on a nos smartphones, on a peur. Et que donc, le smartphone porte énormément d'émotions. Il nous tient en relation avec nos communautés, il nous garde dans notre sphère privée, et quand on perd le smartphone, on perd ce lien et on perd ce lien émotionnel et on perd complètement la question de dépendance en fait. Comment est-ce qu'on coupe le lien avec notre communauté? Aujourd'hui, on maintient un lien permanent avec les gens qu'on aime toute la journée à travers le smartphone qui pour moi est un premier objet qui vient mêler émotion, intimité et numérique. Voilà. Merci Emmanuel, c'est très intéressant et je crois que Pierre-Antoine avait envie de réagir. Alors oui, tout à fait, pour vous donner un exemple très concret et absolument
réels et issus du territoire. Il se trouve que je me suis retrouvé à co-diriger un collectif Macaire, qui s'est appuyé sur le réseau de makers de la région. Le 16 mars, je suis contacté par un entrepreneur de la région nantaise, Quentin Adam, qui me dit « Pierre-Antoine, c'est la crise, c'est le confinement, qu'est-ce qu'on peut faire? On a envie de faire des respirateurs, est-ce que tu peux nous aider ?» Une semaine plus tard, on a des pièces qui arrivent de tout le territoire. On a 18 machines d'impression 3D, des robots d'impression 3D qui nous aident à concevoir en 3 semaines. C'est un véritable exploit industriel de conception. Un respirateur, donc une machine qui va prendre le relais de nos muscles pour renouveler l'air dans les poumons des patients atteints par le Covid. Dans les formes les plus graves, les poumons s'épuisent, ils n'arrivent plus à renouveler l'air et à oxygéner le sang, à évacuer le gaz carbonique. Donc en 3 semaines, grâce à ces machines dont on s'est saisi, on a été capable de concevoir une nouvelle conception très simple, grâce à de l'impression 3D. Et surtout, ces machines-là, on a vraiment fait une transition rapide, puisque ça nous a permis de lancer plein de manières de penser la machine, de tester, à la fois très maker et en même temps très numérique, puisque dans cette machine, c'est aussi une victoire de la transition logicielle. On agit et on mesure en même temps. C'est des algorithmes qui pilotent en temps réel la machine et qui vraiment, on est sur le point de démarrer les essais cliniques. On a déjà fait respirer des animaux dès quelques semaines. Donc c'est vraiment un écho et vraiment très important d'avoir trouvé dans le territoire toutes les ressources pour être parti ici, c'est arrivé 350 et avoir réussi cet exploit. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour ce partage. Oui, bien sûr, Laurence, on vous écoute. Oui, pour revenir sur l'attachement qu'on peut avoir à ces machines, c'est d'autant plus fort que lorsque la machine va vous parler avec votre prénom, va s'adresser à vous directement et va jouer sur finalement soit la solitude, soit l'attention dédiée, etc. Donc, faut faire très attention à ça, hein. Vous parlez du téléphone, mais je crois que le téléphone, c'est pas encore un objet. Bon, à part qu'il y a Siri dessus qui peut vous parler de temps en temps, mais il faut vraiment faire très attention, mais c'est vrai que sur n'importe quel objet autour de nous maintenant, on est capable de faire ça. On l'a vu avec, par exemple, les aspirateurs. Vous voyez, les aspirateurs, ils sont pas émotionnels. Et pourtant, les gens qui avaient un aspirateur qui, chez eux, se débrouillent pour faire le ménage, là, des espèces de trucs tout plats, tout ronds, sans visage, comme vous pouvez en acheter chez Darty. Eh bien, il y a des gens qui les ramènent chez Darty en disant, il est cassé, mais je veux le même. Bon, je veux le même parce qu'il connaît ma maison. Et puis, il a un nom. Et donc, cette espèce de projection qu'on peut ressentir parce qu'on donne des noms, même si c'est pas personnalisé, peut arriver. On avait vu aussi des choses comme ça avec les militaires américains qui utilisaient des drones terrestres, qui étaient des robots téléopérés là, et qui sautaient sur des mines. Alors, c'était très utile. Et ces objets-là qui étaient juste comme des petites voitures que vous téléopérez, hein, comme un jouet, leur rendaient service et ils leur donnaient des noms aussi. Ils faisaient des simulacres pour donner des médailles de guerre. Ils les enterraient. Enfin, il y a toute une appropriation, une projection autour de ces objets qu'on humanise. Hein. Quand je parlais tout à l'heure d'anthropomorphisation, c'est des choses qu'on va faire autour de nous. Et il me semble essentiel aussi qu'on prenne des distances, qu'à la fois on comprenne que ce monde autour de nous se construit petit à petit, effectivement, et que on arrive à prendre une certaine distance, à comprendre de quoi il est question pour pas se faire trop manipuler. Et après ça, si je reprends la première question que vous avez donnée, je pense qu'on peut découvrir des mondes de créativité extraordinaires. On peut aussi mieux se comprendre quelles sont nos émotions, quelle est cette perception multiple que nous avons, et enrichir en fait notre perception et notre raisonnement de ce qu'est l'humain. Mais il faut absolument que ces objets soient centrés sur nous. Et qu'il y ait cette fracture numérique qu'on voit actuellement terriblement. Vous parlez des makers qui sont extrêmement utiles, hein. Moi, je voudrais qu'il y ait la même chose à l'école. C'est-à-dire qu'on ait le Fab Lab, c'est finalement pour les industriels. On pourrait avoir à l'école des expérimentations. Si, bien sûr. Des laboratoires, Frédéric, à la main à la pâte. Oui. Pour la primaire et que ça soit explosé comme ça et qu'on puisse jouer, expérimenter avec ces objets. Oui, Emmanuel, et puis ensuite on prendra quelques questions. Pour compléter, on est ravis de faire depuis maintenant 3 ans à Saint-Gabriel, on a monté la première classe sur le modèle du sport-études en code créatif numérique, où la première classe aurait aménagé pour la musique, en classe aurait aménagé pour le numérique. Et donc je tiens à le signaler parce qu'en plus Jean-Michel est vraiment à l'origine du projet et je le remercie.
on a pu monter avec Thierry Létard, directeur de Saint-Gabriel, et Jean-Michel, d'abord un Gab Lab. Donc, on a monté un lab dans un établissement scolaire de 2000 élèves, je crois, je sais jamais bien, mais voilà. Et surtout, on a monté cette classe. 2 ans après, on a monté cette classe où on a mis en place 4 heures de culture numérique par semaine pour les gosses. 4 heures de culture numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle géopolitique du numérique. Ça veut dire qu'on dit que le numérique est un outil de créativité. Pour nous, c'est comme la palette du peintre. C'est comme l'outil de sculpture. C'est comme le stylo pour écrire. J'apprends à écrire le monde. On leur a fait faire l'adaptation du Petit Prince en forme de dessin animé interactif sous Scratch. On a mis des fables de La Fontaine dans des objets connectés dans lesquels ils en ont fait une course de relais dans le collège pour permettre d'aller visiter de pièce en pièce à la rencontre des fables. Les fables étaient enregistrées par les enfants dans les boîtiers sonores qui permettaient de tracer un rallye. On a travaillé avec les profs d'histoire géo pour mettre en place le fait que les enfants aillent apprendre à chercher l'information, factualiser et refaire la frise chronologique qu'ils font toute l'année dans toutes les matières. Ils l'ont refait avec des découpes vinyles ou des imprimantes 3D sous forme d'objets pour illustrer la frise chronologique. Et donc, mettre le numérique au service des projets des jeunes. On ne forme pas des développeurs, on forme des penseurs et des décideurs demain du territoire capables de mettre le numérique au service des projets. Et donc voilà, et j'en parle d'autant plus qu'on est qu'un Moludilab, que c'est une initiative absolument formidable qui a été financée, y compris par le groupe Mousset en partie, le groupe Brillant en partie aussi localement, et qui est dans cette alliance aussi des industriels territoriaux au service des talents de demain. Et je pense que Thierry Létard serait ravi de trouver du relais encore. Donc, si d'autres industriels et d'autres acteurs veulent venir aider à structurer et financer cette offre et cette classe, et on a l'ambition de faire un campus des bâtisseurs du futur pour continuer à développer ce territoire. Mais en tout cas, c'est vraiment, je vous partage que c'est une forme d'écriture du monde. Exactement comme le livre de Gare a réinventé la littérature. Eh bien, Twitter ou Scratch ou Facebook ou le fait de faire un blog demande à apprendre à écrire. Et le code est une forme d'écriture. Et donc, comment est-ce qu'on enseigne à écrire et lire le monde aujourd'hui? À tous. Hyper intéressant. Le Fab Gab, non, comment on dit? Gab Lab. Le Gab Lab. Le Gab Lab. Quand même. Saint-Gab, the place to be. On va prendre le temps de quelques questions. Il est temps, si on veut pouvoir relayer, Alex, ce qui est peut-être transmis sur siliconvendée.com. Toujours sur siliconvendée.com. Alors la première question est pour Frédéric de la part d'Alain. Alors c'est une question, elle est simple. La plus grande révolution industrielle, est-ce la mise en place de robots de service ? Alors là, je dirais que c'est plus large. En fait, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est la robotique, ce sont les IA, c'est les objets connectés, c'est tout ça qui s'interopère les uns aux autres. Et l'impression 3D, je pense que c'est l'ensemble de toutes ces nouvelles technologies qui forment cette révolution industrielle. Faut quand même s'imaginer que d'ici peut-être quelques décennies, chacun aura son imprimante 3D et sur Ikea, il commandera une lampe et plutôt que de l'attendre, il fera imprimer directement sa lampe. Ça permet, voilà, c'est justement, il y a plein de choses qui vont changer et ce genre de choses permet, par exemple, du coup, de plus avoir de transport pour une lampe. Bon, il faut quand même transporter le plastique pour le ramener à la maison, mais après, justement, on peut peut-être penser à des matériaux qu'on peut recycler chez soi, avec des bouteilles qu'on recycle sous forme de matériaux. C'est-à-dire que l'industrie va, entre autres, rentrer à la maison avec une mini-usine. L'imprimante 3D, c'est une mini-usine. Hein. Et puis à côté, la robotique qui rentre dans les entreprises, dans l'industrie d'une manière générale. Et là aussi, il va falloir aussi repenser le travail, il va falloir repenser à chaque révolution industrielle. Tout est à revoir, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Il va sûrement falloir 1 à 2 décennies avant que nous, on en prenne vraiment conscience, parce que je pense que la plupart des gens n'en ont pas encore pris conscience. Et également les décideurs, les politiques, qu'ils en prennent conscience et qu'ils l'adaptent, en se disant pas, on laissera ça au prochain. Une autre question est tombée. Pour Emmanuel. Vous êtes toujours connecté avec nous, Emmanuel. Stéphane Tété
dit « J'ai adoré l'histoire du doudou numérique ». Vous avez raison, on est devenu totalement accro. Avez-vous un conseil pour se détacher finalement de ce doudou ? Oui, alors je pense que le détacher, je sais pas, mais ne pas le subir et au minimum être quelque part un peu en contrôle. Pour ma part, et ça ne vaut que ce que ça vaut, j'ai éteint toutes les notifications pour commencer. C'est-à-dire que pour commencer, c'est moi qui décide quand je vais voir mon doudou et non pas mon doudou qui m'appelle. C'est déjà un bon point, je pense. Donc j'ai supprimé toutes les notifications. J'essaie de le tenir plutôt loin de moi de temps en temps aussi, même si je fais partie des gens très accros, hein, vraiment quand c'est un objet qui m'accompagne beaucoup et qui je ferais pas le métier que je fais, y compris sur plusieurs territoires, y compris dans l'ensemble de mes activités si je l'avais pas. Hein, donc c'est aussi un objet qui m'augmente. On n'en a pas parlé, mais pour moi c'est vraiment une première forme d'augmentation. J'y ai externalisé une partie de mon cerveau. Il pense parfois un petit peu au sens où il me rappelle des choses. Hein. Il ne pense pas de court, hein, mais il me rappelle des choses et il me sert aussi de ça. C'est à la fois mon appareil photo et tout le reste. Donc après, pour mes enfants, puisque j'ai des gosses, eh bien, on est quand même vigilant à dire tu le laisses derrière toi. Et moi-même, régulièrement, je me force à le laisser en dehors, à le mettre dans un sac ailleurs, à le pousser, à le mettre en dehors de la main. Et je vois à quel point j'ai un réflexe de le chercher du point de la main. Et j'ai un réflexe d'aller au fond de la poche ou j'ai un réflexe de tâter s'il est bien là, s'il est bien présent. Donc non, c'est un vrai sujet. Et par contre, en dehors de ça, et blague à part, alors mon mari va plus loin, il l'a passé en noir et blanc. Il y a des modes maintenant, il a passé lui, il veut pas entendre parler, donc il est en silencieux. Oui, j'ai oublié de le préciser, pour moi c'est évident. Il est en silencieux, il est en vibreur. Je n'ai aucune notification sonore. Donc c'est vraiment moi qui fais le geste d'aller voir s'il s'est passé quelque chose dessus. Il ne m'interrompt pas. Ça, c'est vraiment un point clé pour moi. Mon mari, il a été jusqu'à le mettre en noir et blanc parce qu'il veut que rien ne lui attire l'œil, pour le coup. Et après, j'ai un certain nombre d'applications qui, elles, sont plutôt sur la protection de la vie. Donc, je communique sur Signal beaucoup, par exemple, avec pas mal de gens autour de moi. C'est quelles sont les applications qui sont non intrusives et avec des questions de chiffrement de bout en bout, par exemple. Laurent souhaite réagir Oui, sur ce sujet. Vous avez raison, actuellement, on est sur cette génération-là d'objets. Si je regarde ce qui se prépare en recherche, il y a des possibles qui vont être très différents, c'est-à-dire que ces machines vont être de plus en plus intrusives et vont vouloir proposer. Et donc, par exemple, il y a beaucoup de chercheurs au Japon et aux États-Unis qui veulent créer une espèce d'homéostasie dans la machine, si je pense à un robot ou un chatbot conversationnel, qui serait en fait du plaisir et de la douleur, et la machine essaierait de modifier. Donc, suivant ce qu'elle perçoit de vous êtes content en face d'elle ou pas, elle va être plus ou moins proactive pour vous proposer des choses. Donc, c'est leur donner des intentions. D'accord ? Et ça va aller très loin dans le débordement sur notre vie. C'est pour ça qu'on peut pas juste raisonner sur les objets qu'on a maintenant. C'est déjà bien d'essayer de le faire, mais il faut comprendre que la créativité autour de ces machines va aller beaucoup plus loin. Et là, il y a du savoir aussi à mettre en place. Et ce que j'essaie de faire, moi, c'est pousser effectivement les décideurs à mettre vraiment des garde-fous ou des lignes rouges quand on aura du mal à le gérer réellement, quoi. Hein. Donc il y a vraiment des limites sur lesquelles il faut pas aller. C'est quelque chose qui peut être inquiétant aussi, et là je me tourne vers vous, Pierre-Antoine Gros, dans le domaine de la santé. Alors, dans la santé, c'est vrai que je crois que c'est très important de se rendre compte que la technique, en elle-même, elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est d'abord ce que l'on en fait. Et pourtant, elle n'est jamais neutre. Et c'est exactement ce qu'on évoque ici. C'est que c'est l'usage que l'on va en faire qui est clé. Et dans cet usage, il y a une tension existentielle qui nous renvoie une image de ce que nous sommes et qui dit quelque chose de nous-mêmes dans la manière dont on s'en saisit. Alors c'est un peu philosophique, mais c'est finalement pas spécifique du numérique. Je trouve finalement que le numérique est une opportunité supplémentaire pour s'en rendre compte, parce que la matière a un peu disparu. C'est dématérialisé, c'est numérique, c'est digital. Et donc dans le soin, dans la santé, je crois que c'est encore plus important, et c'est peut-être une opportunité de se souvenir qu'un patient ou un soignant, qu'il soit connecté ou augmenté, n'en reste pas moins un être relationnel avec ses souffrances, ses interrogations, etc. Et ce que je dis à mes étudiants dès la première année, c'est que paradoxalement, dans une médecine qui va plus vite, qui a plus de connaissances, qui a plus de techniques,
eh bien, ils vont être encore plus appelés à être des médiateurs avec ces connaissances, ces techniques, pour le patient qui est là et pour lequel ils doivent prendre une décision dans sa globalité. Ça re-questionne notre humanité et ça l'augmente peut-être, pour revenir sur cette notion d'augmenter. D'autres questions peut-être ? Eh ben, écoutez, la dernière pour le moment. Alors, Pierre-Antoine, vous aviez la parole. Et puis, allez, pour vous, c'est de la part de Polo. D'après vous, c'est la question qui vient de tomber, le confinement a-t-il fait du bien ? Et si oui, qu'est-ce que vous pourriez retenir de cette pause dite finalement imposée ? Je pense que ça a été une opportunité pour faire des basculements. Les grandes crises, les grands événements, qu'ils soient climatiques ou géopolitiques, sont des opportunités pour le faire. Alors, je faisais allusion à ce Macaire, ce respirateur de crise, qui a été reconnu par l'Agence d'innovation de la Défense, qui très vite nous a soutenus. On était dans les 3 premiers projets qu'ils ont soutenus. Très paradoxalement, cette machine conçue en 3 semaines, elle est beaucoup plus représentative des machines du futur que celles qu'on aurait pu essayer de copier. On est passé de la mécanique de précision à des machines tout numériques, où le logiciel a une part extrêmement importante, et l'itération, les développements de nouvelles fonctionnalités, elle n'est pas tant dans la matière que dans le logiciel. C'est par exemple dans les mois que l'Agence nationale de sécurité du médicament a pris pour évaluer la machine, nous on a continué à développer des fonctions intégralement numériques. Et par exemple, on détecte quand le patient commence à respirer, c'est tout numérique. En fait, on voit que le patient résiste à la machine. On va prendre le relais, puis on va tout de suite l'aider. Ça, c'est purement numérique. La machine n'a pas changé. Et donc, il y a énormément de choses comme ça. On peut prendre aussi beaucoup d'exemples dans l'enseignement. Nos étudiants, ils ont besoin d'avoir des enseignants devant eux, qui se tiennent devant eux physiquement. Mais ils sont aussi extrêmement contents quand on leur dit, et c'est mon cas, regardez ma vidéo sur YouTube, parce que vous pouvez la regarder dans le bus, c'est tellement important que je vous en ai fait une vidéo. Et donc on a ces opportunités dont on peut se saisir pour peut-être transformer la manière dont on enseigne, dont on interagit avec ses étudiants comme au sein de la population. Donc en ça, le confinement a accéléré les choses. Absolument. Et puis la toute dernière, qui vient juste de tomber, allez, vous êtes témoin. Pourriez-vous nous donner votre avis sur le self-learning ? Alors je ne sais pas qui souhaite répondre à cette question. Votre avis sur le self-learning ? Dame ? Laurence souhaite répondre. Oui, alors, le self-learning, c'est-à-dire le fait de pouvoir apprendre avec ces machines, j'imagine, ou le fait que ces machines puissent apprendre toutes seules, c'est une autre façon de voir, de parler de deux façons de voir la question. Oui, tout à fait. Donc, s'il s'agit d'apprendre tout seul avec ces machines, je pense que on est dans un univers actuellement, comme vous le disiez, où il y a du YouTube partout, des formations accessibles. Donc, on peut apprendre, ce qui n'était pas le cas de nos aînés. On peut avoir accès à des cours d'assez bon niveau, assez pédagogiques. Et je pense que si on veut utiliser la techno et si on veut vraiment aller au-delà, on peut faire cet apprentissage. Maintenant, si on parle des machines qui apprennent en interaction avec nous, eh bien, là, on a vu Ty de Microsoft, par exemple, qui était un chatbot qui a appris parce que des internautes ont joué avec, à injurier et à parler du nazisme comme étant quelque chose de génial. Donc, il faut faire attention. Si la machine, il n'y a pas de moyen de vérifier ce qu'elle apprend, et si on l'audite pas de temps en temps pour vérifier ce qu'elle a appris, elle est laissée un peu à la garde des gens qui lui donnent des données. Elle se nourrit des données dans l'interaction. Donc là aussi, il faut faire attention à ce qu'on va faire. Qui sera responsable de ces machines si elles apprennent toutes seules autour de nous? C'est un sujet dont on parle beaucoup. Et oui, pour pas passer de l'humanité augmentée à l'humanité diminuée, ça serait mieux, par exemple. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose, puisqu'on arrive à la fin de notre séquence? Juste une chose, pour répondre un petit peu sur, entre autres, ce que Emmanuel a dit. C'est les étudiants, c'est très bien qu'ils ont accès à ces technologies, à apprendre en fait à manipuler tout ça. Mais je pense que c'est même très tôt que ça devrait être enseigné, même peut-être pas dès la maternelle, mais en tout cas dès le primaire, via le Scratch, effectivement, pour découvrir les joies du code. On les joie parce que je suis un passionné.
dire. Ouais, mais Mais en fait, en tout cas, Ouais. en codant assez jeune, on comprend du coup comment fonctionnent les Oui, IA, c'est comment ce que fonctionne tout disait ça, Emmanuel. et ça permet du coup de mieux appréhender et de peut-être, même si on va trouver un robot mignon, on va quand même se dire ah oui, mais ça reste une Ça a machine. été codé Voilà, et ça anticipé. peut aider. Oui, bien sûr. Oui, Emmanuel ou Laurence, je ne sais pas qui, j'ai pas qui. Ouais, pour compléter Emmanuel. là-dessus, il y a un point, il y a un point important pour moi, c'est oui, effectivement, pour leur apprendre le plus tôt possible, et on commence, nous, des ateliers avec des gamins à 7-8 ans, parce qu'on attend qu'ils sachent lire simplement quand on a une question, quand on les accueille d'appréhension un petit peu de la lecture. Mais avec avec les mouflets de cet âge-là, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que alors c'est fait à l'école. Hein. On pourrait nous dire, mais en fait aujourd'hui c'est fait globalement en CO2 à peu près, ça commence à apparaître dans le programme officiellement, puis en quatrième. C'est fait, mais c'est fait, et j'ai rien contre eux, hein, mais c'est fait par les profs de techno et de maths. Et c'est fait dans une approche de, on va vous rendre logique. Là où nous on dit, on va vous rendre créatif. Et ça, je pense que vraiment de dire que ce n'est pas juste apprendre l'algorithmie pour faire en sorte que mon robot sorte de mon labyrinthe de manière la plus optimisée possible, mais c'est bien plutôt pour dire, tiens, je vais faire un générateur de poèmes. Tiens, je vais écrire un code qui va permettre de connecter. Moi, j'ai une passion pour les dada connectés. Hein, je rêve d'en faire. Hein, c'est des chevaux de bois physiques avec des capteurs pour que quand je me bascule sur le cheval de bois, ça fasse avancer mon petit dada dans un jeu de course en ligne. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On a travaillé à l'époque, je sais pas si tu étais là à la Forge, en l'occurrence Frédéric, mais à la Forge des possibles, on avait fait des bracelets où on enregistrait le son de quelqu'un qui dit par exemple je t'aime sur un son pour le transformer en onde sonore, pour le découper sur du cuir avec une découpe laser. Et donc comment est-ce qu'on inscrit un signal dans un objet physique? Et c'est ça qui me passionne, c'est comment est-ce qu'on ouvre ce cible. Et ça, c'est vraiment important. Et ça, le plus jeune possible, non pas pour dire va apprendre le code parce que tu comprends, comme les maths, c'est un truc sérieux, tu auras un job demain et c'est génial et tu vas aller faire ouvrier de la nouvelle révolution industrielle qu'on est en train de vivre, mais bien pour dire, en fait, apprends à vivre avec les concepts dans lesquels tu vis. Pour finir, moi, j'ai souvent des chefs d'entreprise qui me disent, Emmanuel, j'ai tout compris, on va faire la digitalisation de la boîte, ok. Comme ils m'auraient dit il y a 50 ans, on va partir à l'international, sauf que quand tu leur demandes ce qu'ils en pensent, ils t'expliquent, si c'était de l'international, que le monde est plat, il y a un seul continent et l'avion n'existe pas. Donc, ils connaissent pas les API, ils connaissent pas la data, ils savent pas ce qu'on peut faire, ils savent pas ce qu'est une architecture ouverte, qui est voilà, par exemple. Ils ne peuvent pas penser. Mais vraiment, c'est une question de ne pas avoir les concepts mentaux qui permettent de concevoir le monde dans lequel on vit. Si tu vis aujourd'hui de persuader que le monde est plat et qu'il y a un seul continent, tu ne peux pas faire une stratégie d'internationalisation. Ce n'est pas possible. Oui. Donc, comment est-ce qu'on donne les concepts et aux maires, aux élus, aux députés, que tout le monde ait cette connaissance-là. De poser un chaudron, une permanence un jour par semaine à l'Assemblée nationale. Hein, j'espère y arriver à un moment donné, parce que je pense qu'il faut qu'on donne ces concepts clés pour redonner la capacité de penser le monde. Oui, d'accord. Oui, Laurence, et puis Moi, je suis d'accord avec toi, Emmanuel, sauf que je pense pas qu'il soit forcément utile de coder. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ces concepts, avoir un esprit critique, expérimenter, hein, mais on va pas demander à toute la population de se mettre à coder même si nous on aime bien ça. Je veux dire, c'est pas le propos. Je suis d'accord avec toi. À trouver un niveau suffisant pour qu'ils appréhendent ce que c'est, enfin quelles sont les fonctionnalités, etc. Et c'est plus lié en fait. Il faut, pour moi, le langage, par exemple, est extrêmement important. Il faut que demain on arrive à expliciter ce qu'on est en train de faire. Il faut repartir sur l'éloquence. Il faut aller sur tout ce qui nous différencie de ces machines qui ne font que répéter des choses et qui ne sont pas dans la créativité et l'imagination. Donc on a besoin d'appréhender tout ça. Et c'est très philo, quoi, quelque part. Il faut le créer aussi. Pour finir, je suis complètement d'accord avec toi, mais de même qu'on n'est pas devenu géographe parce qu'on sait relire le nord, le sud et qu'il y a des continents. Oui, et donc, c'est pas parce qu'on touche et à un moment donné on manipule qu'on devient développeur. Et c'est pour ça que moi je dis toujours, je ne forme pas des développeurs, ça ne m'intéresse pas, je forme des gens capables de penser dans un monde numérique. Et après, pour ça, les outils de low-code et de no-code sont très très bien pour ça, puisqu'ils permettent de produire du numérique sans avoir besoin d'en connaître l'architecture en elle-même, d'écrire et de coder pour de vrai.
Mais ça doit C'est être très super, on fluide. pourrait en parler longuement encore, j'ai l'impression. Oui, C'est frustrant tout à parce fait. que vous n'êtes pas avec nous, mais c'est pas grave. Ce que je vous propose, c'est juste pour terminer, un mot, un message, quelque chose avec lequel vous avez envie qu'on reparte de cette première journée avant de passer à quelque chose de plus créatif et musical pour la suite. Voilà, si on devait, en un mot, terminer cette table ronde sur la question de l'intelligence artificielle, de la data, de l'humanité augmentée, ça serait quoi pour vous, Pierre-Antoine ? N'ayez pas peur, n'ayons pas peur. L'homme, le soignant, le patient ne vont pas être remplacés par une machine, par un algorithme ou par de l'IA. En revanche, l'homme, le patient, le médecin qui n'interagissait pas avec ces outils va être remplacé par une nouvelle génération que nous sommes, que nos enfants sont appelés à être, qui eux vont interagir de la manière la moins naïve possible, de la manière la plus cultivée possible avec ces nouveaux outils qui sont autant de nouvelles opportunités. Donc, n'ayez pas peur. Frédéric. Ça rejoint un petit peu, tout simplement. La robotique, c'est pas un gros mot, c'est pas quelque chose, ils sont pas là pour nous détruire, c'est pas là pour nous remplacer. Le robot, c'est un outil comme avant, on a eu le marteau, après on a eu la machine à vapeur. C'est un nouvel outil et il faut apprendre à vivre avec et qu'il soit à notre service. Très bien. Mesdames, vous êtes toujours connectées à nous et je vous propose un dernier mot ou une idée avec laquelle on pourrait terminer cet échange. Laurence. Il faut démystifier ces objets et notre relation avec eux. Donc, c'est vraiment sur la relation que j'ai écrit tout ça. Les robots émotionnels. J'ai regardé beaucoup d'applications qui existent à l'heure actuelle sur la santé, la surveillance, en essayant d'expliquer en quoi c'était intéressant et en quoi ça allait déjà trop loin. Donc pour moi, il y a à comprendre et à comprendre surtout qu'on est bien plus intelligent que ces machines, puisque c'est nous qui les construisons. Et vraiment ne pas se laisser mystifier, parce que c'est trop facile, finalement, avec des machines complexes comme celles qu'on est en train de monter, de faire croire des choses, d'accord ? Donc moi, j'ai tendance à penser que on est sur cette espèce de magie et qu'il faut surtout pas penser que on serait pas capable d'appréhender en fait les concepts qui sont derrière. Donc c'est pas seulement les enfants à l'école. Moi, je vais plus loin. Il faut qu'il y ait une démarche d'inclusion dans la société pour que ces différents objets, on s'y prépare. On prépare à être dans notre quotidien avec eux, que ce soit pour les médecins, que ce soit dans le monde du travail en général. Ils ont pas de sentiments, pas d'émotions. Ils sont pas magiques. Ils sont faits par des codeurs. Ils ont certaines capacités qu'il faut un peu appréhender. Et je suis pour qu'à l'école, on revienne aussi sur l'histoire des sciences, qui nous aiderait beaucoup à mieux comprendre et à avoir moins peur dans la société. Merci beaucoup et c'est Emmanuel qui va avoir l'honneur de terminer. Merci. Moi, je dirais, soyez curieux. Soyez curieux, osez explorer, expérimenter. Et pour ça, il y a des lieux, on va parler de tous les Fab Labs, les Makerspace, c'est les lieux comme le Ludilab où on a la chance de pouvoir aller tester, goûter. Faites-vous votre opinion. Et en fait, je finirai par une phrase que je dis toujours, le numérique n'est pas technologique, il est politique et culturel. Et donc, comment est-ce qu'on s'en fait tous une culture pour pouvoir décider et pouvoir choisir, faire ses choix, arbitrer, voilà. Et effectivement, s'engager ou pas avec le numérique. Merci beaucoup. Laurence lève le crayon pour un dernier mot. Dernière remarque, quand même, qui me semble importante, surtout qu'on est pour une fois, on est deux femmes. Bon, vous êtes aussi là, on est en parité. Mais moi, j'ai tendance à avoir cette phrase un peu cinglante. Il y a 80% des codeurs qui sont des hommes actuellement, et on a 80% de ces objets qui nous parlent, qui ont des prénoms féminins, qui sont représentés par une personnalité féminine et qui sont des assistants peu intelligents, qui sont là pour nous aider et qu'on peut éteindre quand on veut. La représentation des femmes n'est pas géniale à travers ces objets. Il y a de l'écho, il y a de l'écho. Bravo. Le message est passé. Je crois que le message est passé et il a résonné. Merci à vous deux d'avoir été connectés. Merci à vous deux d'avoir été présents. Merci à vous dans le public. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont été avec nous. Merci Alex également. C'est pas fini. Merci Cécile. Non, c'est pas fini parce qu'on va faire une petite pause de 15 minutes. Au revoir mesdames. Au revoir, à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.